Mes amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais pas vous raconter une histoire, mais deux. Ça touche aux intrusions, donc une situation assez flippante. Mais avant de vous les raconter, je voulais revenir sur une vidéo que j'ai sortie il y a de ça un petit moment et qui parlait de santé mentale. À la suite de cette vidéo, j'ai reçu pas mal de messages, notamment sur Instagram, dans lesquels les personnes me faisaient part de leur inquiétude quant au fait d'aller voir un psychologue. C'est quelque chose que je comprends tout à fait, car moi-même, je n'étais pas très à l'aise avec le fait d'aller parler à quelqu'un quand j'ai eu une période pas très cool en 2014. Par exemple, j'avais peur d'être jugé car j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de travailler avec une marque qui va peut-être pouvoir vous aider. Le sponsor de cette vidéo, c'est BetterHelp. Déjà, point extrêmement important que je tiens à souligner, mes amis, c'est qu'il n'y a absolument aucune honte à consulter quelqu'un quand tout n'est pas rose dans la vie. Et bien au contraire, car selon moi, c'est une preuve de courage, car ce n'est pas une épreuve évidente pour tout le monde. BetterHelp, c'est une plateforme 100% en ligne qui vous met en relation avec un thérapeute français qualifié, inscrit à l'ARS et adapté à vos besoins. Après un petit questionnaire, on vous propose un professionnel avec qui vous pourrez réserver une séance en visio, par téléphone ou même par messagerie. Et important de souligner, si le thérapeute qui vous est proposé ne vous convient pas, vous pouvez facilement changer et trouver quelqu'un avec qui vous vous sentirez plus à l'aise. Et croyez-moi, avoir quelqu'un avec qui on se sent à l'aise, ça change absolument tout. Si jamais vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un et que la prise de rendez-vous dans un cabinet spécialisé n'est pas une option pour vous, cliquez sur le lien en description, c'est betterhelp.com/melvin et vous bénéficierez de 10% sur votre premier mois chez BetterHelp. Encore une fois, mes amis, c'est un point important pour moi, il n'y a aucune honte à chercher de l'aide. Ça arrive à absolument tout le monde, c'est juste que la plupart des gens le cachent car c'est encore un sujet tabou. Mais moi, je vous le dis droit dans les yeux, n'ayez pas honte, car on est tous humains. Encore merci à BetterHelp de sponsoriser cette vidéo et plus généralement d'aider les gens, car je trouve qu'il manque de solutions comme celle-ci. Moi, je vous prends pas plus de temps que ça, et je vous propose de passer aux deux histoires du jour. À l'époque des faits, Matteo a 19 ans, il vient de finir le lycée et il bosse dans un petit magasin de bricolage en attendant de voir ce qu'il veut faire dans la vie. Il vit encore chez ses parents, dans une petite ville tranquille, là où tout le monde se connaît. Sa vie, elle n'est pas hyper palpitante, il va au boulot, le week-end il sort avec ses potes, et surtout, il passe pas mal de temps sur son téléphone. Matteo, c'est le genre de personne qui aime bien sa petite routine, il n'est pas forcément du genre à chercher les problèmes ou quoi que ce soit. Mais bon, parfois, même si vous cherchez pas les problèmes, ils viennent un petit peu tout seuls à vous. Donc à ce moment-là, on est en plein été, il fait une chaleur à juste tomber par terre. Matteo, il travaille dans le magasin et il remarque un truc bizarre depuis quelques jours. En fait, quand il ferme le magasin le soir, il a l'impression qu'on l'observe. Et vous savez, c'est ce genre de sensation où vous sentez un regard dans votre dos, mais que quand vous vous retournez, il n'y a personne. Au début, il se dit qu'il est juste un tout petit peu parano parce qu'en fait le magasin, il se trouve dans une rue qui est un petit peu isolée, avec vous savez ce genre de lampadaire assez vieux qui clignote comme dans les films d'horreur. Donc à partir de ce moment-là, c'est facile de devenir parano et de commencer à s'imaginer des choses. Mais cette sensation, il nous explique qu'elle commence à revenir assez fréquemment jusqu'à revenir tous les soirs. Mais bon, Matteo, il essaye de faire abstraction de tout ça, il finit son service, il baisse le rideau en fer, donc la grille en fait qui permet de protéger le magasin, et là, la sensation d'être observé revient. C'est vraiment comme si quelqu'un était juste là, pas loin, à le fixer, vraiment les yeux grands ouverts. Mais bon, il ferme le magasin, il rentre chez lui et rien ne se passe. Un soir, il décide de faire quelque chose d'un petit peu idiot, mais il nous explique qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il sort du magasin, il ferme à clé, mais au lieu de rentrer chez lui, il fait semblant de partir, mais il se planque en fait derrière une benne à ordures, à quelques tout petits mètres de là. Alors, il attend, mais il nous explique que son cœur bat un petit peu plus vite que d'habitude. Mais vous vous en doutez, il n'y a rien, ni personne, même pas une ombre, simplement un silence assez pesant et surtout le bruit des lampadaires qui clignotent. Bon, à ce moment-là, Matteo nous raconte qu'il se sent un petit peu con, il se dit qu'il a peut-être regardé trop de vidéos flippantes sur internet, peut-être qu'il a passé trop de temps sur la chaîne, on ne sait pas. Il sort de sa cachette, il rigole tout seul parce que vraiment il se sent bête, et il rentre chez lui. Mais le lendemain, lorsqu'il est au travail, il nous raconte que ça recommence. Et vous allez voir que cette fois, c'est pas simplement une sensation. Il nous explique qu'en fermant le magasin, il entend un bruit comme des pas qui traînent sur le gravier qui est juste derrière. Là, il se retourne, il regarde, mais il n'y a rien. La seule chose qu'il voit, c'est cette rue très vide, assez glauque, les lampadaires qui clignotent. Il sent la chaleur assez étouffante qui rend le tout un petit peu plus oppressant. Son corps commence à flipper, mais son esprit essaye de contrer tout ça. Il se dit non, je suis trop grand pour commencer à flipper. Mais bon, malgré tout ça, il peut pas vraiment s'empêcher de vérifier par-dessus son épaule, voir si quelqu'un le suit ou quoi que ce soit. Il parvient à rentrer chez lui en toute sécurité, mais le trajet, c'était pas le plus rassurant au monde. Et mes amis, à partir de ce soir-là, les choses commencent à empirer. Chaque soir, il entend des choses bizarres, des pas, des murmures, parfois même un souffle, comme si quelqu'un respirait juste derrière lui. Il décide de commencer à en parler à ses potes, mais bien évidemment, ils se moquent un petit peu de lui. Ils lui disent qu'il regarde probablement trop de films d'horreur, qu'il invente des histoires pour se rendre intéressant, ou ce genre de choses. Mais Matteo, il insiste, il leur dit que c'est pas du tout dans sa tête, qu'il sent vraiment quelque chose de pas net, que quand il entend des bruits, c'est bien dans ses oreilles. Mais bon,
vous me direz, s'il n'a pas de preuves, c'est un petit peu difficile de convaincre qui que ce soit ses potes, sa famille ou d'autres personnes. Vu que personne ne le croit et qu'il n'a pas de preuves, un soir, il décide de changer de stratégie et il se dit qu'il va filmer. Il prend donc une caméra qui est spécialisée pour l'enregistrement en pleine nuit et lorsqu'il ferme le magasin, il décide d'enregistrer la rue pour voir ce qu'il se passe. Bien évidemment, Matteo, vous le connaissez, lorsqu'il ferme le magasin, il prend son temps, il fait exprès d'être un petit peu lent, de faire du bruit avec ses clés, de faire exprès de traîner les pieds pour voir si quelqu'un s'approcherait, et surtout, pour voir si ça déclenche quelque chose à l'image de la caméra. Évidemment, vous vous en doutez, il n'y a rien. La vidéo montre juste la rue qui est complètement déserte, les ombres des lampadaires, et surtout, on entend le magnifique rideau de fer qui claque quand il arrive au sol. Ça fait un bordel absolument monstre dans la vidéo, mais on ne voit rien. Sur le chemin du retour, il nous explique qu'il regarde plusieurs fois la vidéo. À la fois, il est déçu parce que lui, il s'attendait à voir quelqu'un, mais en même temps, il est un petit peu soulagé parce que, au moins, il ne craint rien. Et finalement, peut-être que tout ça, c'était bel et bien dans sa tête. Mais comme je vous ai dit, il y a un côté de Matteo qui est extrêmement déçu parce qu'il n'a vu personne. Du coup, lorsqu'il arrive chez lui et qu'il va dans son lit, il reprend sa caméra et il regarde encore une énième fois l'enregistrement. Et à un moment précis dans la vidéo, son cœur s'arrête. On y voit, dans le coin de l'écran, une sorte d'ombre. Et c'est pas une ombre normale d'un lampadaire, d'un arbre ou je ne sais quoi, c'est une silhouette immobile, juste là dans l'angle de la rue. Elle a l'air d'être complètement figée, comme si elle regardait en direction de Matteo. Matteo, il essaye de zoomer, mais malheureusement, l'image, elle est trop floue. On n'arrive pas à voir un visage ou des détails. Il se dit donc que c'est probablement un passant ou quelqu'un qui se trouve là par hasard. Ou peut-être même que c'est une ombre d'un lampadaire qui ressemble à un humain ou ce genre de choses. Mais au fond de lui, il sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Parce qu'il en est sûr, cette silhouette, elle n'était pas là du tout quand il l'a filmée, et ça, il en est certain. À partir de ce jour-là, Matteo devient extrêmement nerveux. Il commence à éviter de fermer le magasin tout seul, il demande carrément à un collègue de l'accompagner histoire de ne pas être seul, ou par exemple ça lui arrive de faire semblant d'être malade ou quoi que ce soit pour partir plus tôt, histoire de ne pas fermer le fameux rideau du magasin. Mais même avec ces petites techniques, il nous explique qu'il n'arrive pas à se défaire de cette idée, de cette sensation de nervosité. Il commence carrément à faire des cauchemars où il est dans la rue et qu'il y a une silhouette sans visage qui le suit, et généralement ça finit en Matteo qui se réveille en sueur et qui est complètement incapable de se rendormir. Malheureusement, un soir, lorsqu'il est au travail, il voit qu'il ne va pas pouvoir échapper à la fameuse fermeture du magasin. Son collègue est malade et le patron lui met une sacrée pression pour pas laisser le magasin ouvert, et vu que c'est le seul employé à ce moment-là, vous vous doutez bien qu'il n'a pas trop le choix. Mais bon, Matteo, il est à cran, il sait que c'est une obligation de le faire, il décide d'aller assez vite, il baisse le rideau, il le verrouille, et il marche à grands pas en direction de chez lui. Mais là, il entend quelque chose. Pas juste des pas, non, une voix qui est assez faible, comme une sorte de murmure. Mais ce murmure, il est très clair. Il dit « Matteo ?» Là, notre ami, il s'arrête net. Il a le souffle complètement coupé, il se retourne, mais il n'y a personne. Juste, comme d'habitude, la rue qui est complètement vide. Il se met alors à taper son meilleur rush, il sprint, son cœur bat tellement fort qu'il a l'impression qu'il va claquer, qu'il va tomber et qu'il va mourir. Il arrive chez lui, il claque la porte et il s'enferme à double tour. À ce moment-là, Matteo sait qu'il ne peut plus ignorer ça. Il appelle un de ses potes, il lui raconte absolument tout et son ami va lui donner un bon conseil et lui dit « Matteo, surveille et vérifie les caméras de surveillance du magasin. » Et dans la panique, c'est tellement logique, mais notre ami Matteo n'y a pas pensé. Dès le lendemain, il va voir son patron, il lui demande s'il peut jeter un œil aux enregistrements. Le patron, qui est légèrement saoulé, il lui donne quand même accès aux vidéos des derniers jours. Et Matteo, il passe des heures et des heures à regarder image par image. Et plus précisément, le moment où il ferme le magasin. Et là, il tombe des nues. Lorsqu'il regarde ces enregistrements, à un moment, il voit qu'il y a cette fameuse silhouette, donc la même qu'il y avait sur sa caméra. On la voit bien dans l'ombre, elle est très visible, mais très obscure. Donc ça fait que si on est en train de fermer un rideau de fer de façon assez rapide et qu'on n'y prête pas trop attention, on ne la voit pas du tout. Là, on a la confirmation qu'elle est bien là. Elle est immobile, à l'angle de la rue, et ce, à chaque fois qu'il est en train de fermer ce fameux rideau. À nouveau, avec le logiciel, il essaye de zoomer, mais il n'arrive pas à voir de visage. Et là, il décide de se confier par rapport à cette histoire à son patron, et celui-ci, il prend l'affaire très au sérieux. Il décide d'appeler la police et quelques minutes plus tard, une patrouille arrive au magasin. Ils regardent à leur tour les vidéos de surveillance et ils commencent à poser des questions à Matteo. Il lui demande par exemple s'il a des ennemis, s'il a remarqué quelqu'un de bizarre récemment. Et vous vous doutez bien, notre ami, il a rien à se reprocher, il n'a pas d'ennemis ou quoi que ce soit. Il connaît tout le monde dans la ville, qui est d'ailleurs assez petite. Il sait que personne lui veut du mal, du moins c'est ce qu'il croit. Et là, les policiers, malheureusement, ils ne peuvent juste rien faire. Ils lui disent, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de patrouiller un petit peu plus souvent autour de votre magasin, pour voir si on voit des gens avec des comportements anormaux. Les jours suivants, logiquement, Matteo, il est sur le qui-vive, il refuse de fermer le magasin tout seul, et carrément, il essaye d'éviter de sortir la nuit, que ce soit la semaine ou le week-end. Mais même chez lui, malheureusement, il ne se sent plus en sécurité. Il vérifie 10 fois les serrures, il laisse les lumières allumées, il dort avec son téléphone juste à côté de sa tête, et il a l'impression que cette silhouette, elle est toujours là, dans sa chambre, dehors, à l'extérieur,
peu importe. Et un soir, ça devient trop. Il est tranquillement posé chez lui en train de regarder un film lorsque soudain, il entend un bruit. Ce bruit, il provient de la fenêtre, donc de l'extérieur de la maison. Et c'est pas un gros bruit, il n'y a pas eu un coup de tonnerre ou un immeuble qui s'est effondré. C'est tout simplement un petit toc, comme si quelqu'un tapait contre la vitre. Autant vous dire qu'à ce moment-là, il est sur son canapé, il est à 2 doigts de faire un infarctus, il a la télécommande dans la main, il se dit que c'est peut-être un arbre ou un animal qui est venu taper gentiment la vitre. Est-ce que c'est probable? Pas du tout. Est-ce qu'il est dans le déni? Très certainement. Il prend son courage à 2 mains, il s'approche de la fenêtre et il écarte le rideau. Là, à nouveau, il n'y a rien. Juste une nuit dans laquelle on ne voit que dalle. Mais en regardant un petit peu mieux, il voit quelque chose. Une empreinte juste là, sur la vitre, comme si quelqu'un avait appuyé sa paume contre la fenêtre. Alors là, mes amis, Matteo, il court dans le salon, il prend son téléphone, il appelle la police. Quelques minutes plus tard, ils arrivent, ils prennent des photos de l'empreinte et ils commencent à enquêter un petit peu plus sérieusement. Pendant les jours qui suivent, ils posent des questions dans le quartier, ils vérifient les caméras de surveillance qu'il y a, mais malheureusement, ils n'obtiennent rien de concret. Matteo, lui, je vous avoue qu'il est au bout du rouleau. Il dort à peine, il sursaute au moindre bruit, il devient complètement parano et c'est à se demander s'il commence pas à devenir complètement fou. Mais vous allez voir que c'est probablement pas le cas. Parce que quelques jours plus tard, les policiers arrivent avec du nouveau. Ils semblent avoir repéré un mec qui traîne souvent dans le coin, toujours au moment où Matteo ferme le magasin. Alors malheureusement, ils n'ont pas encore de nom, mais ils ont une description. C'est un mec qui semble assez grand, qui est mince, qui est toujours habillé en sombre et qui a toujours une capuche. C'est ce qui rend l'identification de son visage sur les caméras très difficile. Et là, les policiers, pour essayer de rassurer Matteo, parce que bien évidemment ils ne l'ont toujours pas arrêté, ils lui disent « Essayez de rester prudent, essayez de toujours être accompagné, nous on vous promet qu'on va l'attraper très bientôt ». Matteo, à partir de ce soir-là, il essaye de reprendre gentiment une vie normale, mais il ne nous le cache pas. C'est très compliqué. Il demande à son patron de changer d'horaire pour pouvoir travailler la journée. Et surtout, le soir, pour les peu de fois où il est obligé de sortir, il évite obligatoirement la rue du magasin. Ses parents, eux, ils commencent aussi à s'inquiéter, au point où il lui propose de partir quelques jours chez sa tante, qui se situe à 1 heure de route. Matteo, il est tellement au bout du rouleau qu'il finit par accepter. C'est pas la chose dont il a le plus envie au monde, mais ça ne peut que lui faire du bien. Et un jour, lorsqu'il est chez sa tante, les policiers l'appellent et lui disent « Monsieur, on a attrapé un mec, c'est une personne qui habite dans le coin, le genre de personne que personne n'aurait soupçonné, parce qu'il s'entend très bien avec tout le monde, c'est quelqu'un de très correct et très poli, mais on découvrira par la suite qu'il avait un casier, qu'il avait des petites histoires d'harcèlement, mais rien de grave selon la police. Sauf que les choses commencent à devenir très bizarres lorsque les policiers, après avoir effectué une fouille chez lui, eh bien, ils ont trouvé des photos de notre cher Matteo. Ces photos, elles ont logiquement été prises à son insu, devant le magasin, dans la rue ou même près de chez lui. Et là, eh bien Matteo, lorsqu'il découvre ça, il ne découvre pas seulement que quelqu'un le prenait en photo, mais que quelqu'un le prenait en photo depuis des mois et des mois. Lui, il a commencé à avoir cette sensation il y a quelques semaines, mais en fait, ce gars, ça fait plus de 6 mois que presque tous les jours, il prend Matteo en photo. Et la police, la seule chose qu'il peut faire, c'est de le passer en garde à vue. Et ils essayent tant bien que mal de rassurer Matteo en lui disant « Mais mec, ce gars il ne va pas revenir de sitôt, tu risques franchement pas de le recroiser dans les jours qui viennent ». Parce qu'en fait, il lui explique que ce mec avait une obsession complètement folle pour Matteo, mais pas que. Parce qu'apparemment, c'est plusieurs personnes de la ville qui sont concernées. Mais apparemment, Matteo, dans l'échelon, il était quand même un petit peu plus haut. C'était, entre guillemets, la cible principale. La question, c'est pourquoi. Et ça, malheureusement, on n'a pas la réponse. Mais vous imaginez bien qu'après une telle histoire, Matteo, il se pose tout un tas de questions. Pourquoi ce mec l'attend devant son travail, devant sa maison ou dans la rue? Pourquoi est-ce qu'il le prend en photo? Qu'est-ce qu'il fait avec ses photos? On ne le saura jamais. Et je pense que ce genre de choses, on n'a pas envie de le savoir. Quelques jours plus tard, Matteo décide de revenir habiter chez ses parents parce que voilà, tout ça s'est passé, il sait que le mec est plus en liberté et qu'il peut à peu près retrouver une vie normale. Par contre, un détail qu'il nous explique, c'est qu'à la suite de ces événements, il a décidé de quitter son travail. Parce que lui, il a un stress post-traumatique, il nous explique que c'est impossible pour lui de retourner dans ce magasin travailler et de se dire qu'il est en sécurité sans un malade qui est en train de le prendre en photo à gauche à droite. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il donne sa lettre de démission à son patron et quelques jours plus tard, il trouve un nouvel emploi, cette fois-ci dans un bureau. Il nous explique que c'est un petit peu moins stimulant, mais par contre, il se sent beaucoup plus en sécurité. Et là, dans son cas à lui, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui prime. Voilà, cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de passer à la deuxième. Cette deuxième histoire, c'est celle de Clara. Au moment des faits, elle a 22 ans, elle vit seule dans un petit appartement en pleine ville et elle est étudiante en psycho. Dans sa vie, tout va pour le mieux, elle bosse à mi-temps dans un café pour payer son loyer et ses dépenses. Et elle nous explique que son appartement, c'est son petit cocon. C'est un endroit où elle se sent bien, où il y a son petit chat, ses livres et ses plantes. Et généralement, elle aime y passer du temps. Clara, elle est plutôt sociable, elle a des amis, elle sort assez souvent, mais elle aime aussi bien ses soirées tranquilles où elle est chez elle avec son chat, regarder une petite série, ou tout simplement à réviser tranquillement dans sa chambre. Évidemment, rien dans sa vie à ce moment-là ne laisse penser que quelque chose de assez flippant
pourrait lui arriver. Mais voilà, malheureusement, depuis quelques semaines, Clara, elle commence à remarquer des trucs un petit peu chelous. Ça commence assez doucement, c'est presque rien, mais un matin, elle se rend compte que la porte de son appart est mal fermée. Elle n'est pas ouverte, elle n'est juste pas verrouillée. La clé est pourtant à l'intérieur, mais c'est comme si elle avait oublié de la tourner. À ce moment-là, pas de panique, elle se dit tout simplement qu'elle a probablement été distraite, comme ça arrive à n'importe qui, et que les prochains jours, eh bien, elle essayera d'être un petit peu plus attentive. Mais bon, quelques jours plus tard, le même phénomène se produit. Cette fois-ci, elle rentre du travail, et la porte est encore entrouverte, juste un petit peu, mais pas assez pour qu'elle le remarque au moment de partir. Cette fois, elle commence vraiment à se poser des questions, parce que quand elle est partie ce matin, elle est sûre et certaine d'avoir verrouillé la porte. Mais bon, notre amie Clara essaye de ne pas trop y penser, elle se dit que c'est peut-être le loquet qui est vieux, parce que voilà, l'immeuble il est pas tout neuf, ou peut-être qu'elle est juste fatiguée, qu'elle oublie des trucs, enfin ça peut être mille et une raisons. Mais elle garde quand même ça en tête, ça la travaille inconsciemment et voilà, c'est pas la sensation la plus agréable au monde. Elle commence à avoir des petits tocs, elle commence à vérifier plusieurs fois la porte avant de partir au travail et surtout le soir avant de se coucher. D'ailleurs, petit détail qui n'en est pas un selon moi, c'est que son chat, qui d'habitude est super calme, il commence à agir assez bizarrement, à devenir un petit peu agité. Par exemple, ça lui arrive de fixer un coin de l'appartement ou simplement la porte d'entrée, avec les oreilles en arrière, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre, et surtout ça veut probablement dire qu'il entend des choses. Après, personnellement, mon chat Foudube, il regarde de temps en temps le mur, il le fixe, mais vous savez la raison, c'est pas parce qu'il y a un mec chelou derrière, c'est tout simplement qu'il y a un vieux moustique en haut. Et la seule chose qui se passe dans sa tête à ce moment-là, c'est de le bouffer. Donc il est droit devant le mur, il fixe, et on dirait juste le Foudubus. C'est pas pour rien, d'ailleurs, que je l'ai nommé Foudube. Foudube, c'est son petit nom. C'est son petit surnom trop mignon, mais en réalité, son vrai nom long, c'est Foudubus. F-O-U-D-U-B-U-S, tout collé, c'est un petit nom latin. Et franchement, il porte bien son nom, et je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en train de dormir juste là. Mais bon, Clara, à ce moment-là, elle se dit que son chat à elle, voilà, il fait son truc bizarre, ça la met un petit peu mal à l'aise, mais voilà, elle décide de ne pas y prêter plus attention que ça, et elle décide d'aller travailler sur un devoir. À ce moment-là, il est minuit passé, elle a ses écouteurs, mais là, elle entend un bruit. C'est pas fort, mais c'est très net, un genre de clic qui provient de la porte d'entrée. Elle enlève ses écouteurs, son cœur bat légèrement plus vite que d'habitude, elle attend, elle est immobile, mais il n'y a rien d'autre. Juste le silence et le vieux bruit du frigo qui va probablement lâcher dans 2 semaines. Elle se lève, elle va vérifier la porte, mais là, elle se rend compte qu'elle est fermée, elle est verrouillée et tout semble absolument normal. Elle aussi, comme dans l'autre histoire, elle se dit qu'elle devient peut-être parano, mais elle peut pas s'empêcher de checker toutes les pièces de l'appart, juste au cas où. Mais évidemment, il n'y a rien, tout est à sa place, son chat est en train de dormir sur le canapé, comme à son habitude, et elle retourne dans sa chambre pour continuer son devoir. Mais le lendemain, elle nous explique que les phénomènes ont continué, et cette fois-ci, ils se sont un petit peu empirés. Parce que en rentrant du boulot, il n'y a pas juste la porte qui est entrouverte, c'est carrément une de ses chaises de cuisine qui est légèrement décalée, comme si quelqu'un l'avait bougée un tout petit peu. Et là, autant vous dire, hein, mes amis, Clara, dans sa vie, à ce moment-là, elle est tellement maniaque qu'elle sait exactement la position en coordonnées géospatiales de ses chaises, et elle peut vous garantir que cette chaise, quand elle est partie ce matin au travail, elle n'était pas du tout là. Là, vraiment, la question de savoir est-ce que je perds la tête lui a traversé l'esprit. Elle appelle une amie, elle lui raconte, et son amie lui dit de vérifier si quelque chose manque, si un objet a été volé ou ce genre de choses. Clara fait le tour de l'appartement, mais rien n'a disparu. Pas un bijou, pas un objet, absolument rien. À nouveau, l'hypothèse qu'elle ait bougé la chaise sans faire exprès, qu'elle se soit tapé le petit orteil dedans, enfin, ça peut être mille et une choses, ça peut être son chat qui a couru parce qu'il a vu un moustique, enfin, on peut tout imaginer, mais au fond, il y a son instinct qui lui dit « Ne crois pas à tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de clocher. Reste prudente. » Les jours suivants, les phénomènes augmentent. Elle trouve plein de petits détails qui ne fonctionne pas. Par exemple, une tasse qu'elle avait laissée la veille dans l'évier est rangée dans le placard, une de ses fenêtres qu'elle jure pourtant avoir fermée est entrouverte, et son chat, il devient de plus en plus nerveux. Il miaule sans raison, il se planque sous le lit, il a un comportement vraiment bizarre. Et là, je ne vous cache pas que Clara, elle commence vraiment à flipper pour de bon. Elle décide d'aller dans un magasin, acheter une petite caméra de sécurité, le genre de caméra qu'on connecte à son téléphone. Elle l'installe près de la porte d'entrée, bien cachée, pour voir si elle capte quelque chose. La première nuit, il n'y a rien, la caméra, elle filme simplement son chat qui a bouffé une araignée. Elle est contente, elle se dit que l'araignée ne sera pas dans son lit lorsqu'elle sera en train de dormir. Mais Clara, même si la caméra n'a rien montré, elle dort très mal. Elle a l'impression que quelque chose ne va pas, même si elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus, même si elle n'arrive pas à le prouver. Et ça, c'est un peu le même problème que dans l'autre histoire. Un soir, elle est chez elle tranquillement, elle regarde un film, son téléphone est posé juste à côté d'elle sur le canapé, lorsqu'elle reçoit une notification. C'est tout simplement la caméra qui dit qu'elle vient de détecter un mouvement. Donc la caméra qui filme la porte d'entrée. Clara, elle ouvre l'appli, mais elle aussi, elle a l'impression que son cœur va la lâcher, qu'elle va faire un infarctus. La vidéo, elle montre sa porte d'entrée parce que la caméra est en train de la filmer, mais en plus de ça, elle voit quelque chose qui va complètement lui glacer le sang. La poignée de la porte est en train de bouger légèrement, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir
sans faire trop de bruit. La porte reste fermée parce qu'elle a eu le bon réflexe de mettre la petite chaînette de sécurité en plus du verrou, mais la poignée, elle continue de bouger, comme si quelqu'un testait un petit peu si la porte pouvait être ouverte ou si on pouvait l'ouvrir carrément. Mais Clara, elle n'attend pas 2 secondes, elle prend son téléphone, elle appelle la police en chuchotant bien évidemment pour être sûr que personne ne l'entende. Et là, cette fois-ci, les policiers arrivent extrêmement vite. Ils vérifient l'appartement, ils vérifient la cage d'escalier, le couloir, mais il n'y a rien. Il n'y a personne. Ils regardent la vidéo que Clara a prise et effectivement, il confirme que quelqu'un a bel et bien essayé d'entrer. C'est pas elle qui a des hallucinations, on voit vraiment la poignée qui est en train de se baisser. Ils lui disent de rester prudente, de bien vérifier ses serrures et ils promettent de patrouiller dans le coin et dans le quartier pour être sûr que personne ne s'approche de l'immeuble, ou du moins des personnes non autorisées. Clara, je vous cache pas, elle est en panique parce que c'est bien beau de dire de faire attention à ses serrures, mais elle ne se sent pas du tout en sécurité, et donc, de ce fait, elle décide de passer la nuit chez une amie. Le lendemain, elle décide d'appeler un serrurier pour changer toutes ses serrures, elle achète carrément des verrous supplémentaires, et lorsqu'elle est au travail ou absente de son appartement, elle demande à un voisin s'il peut garder un œil sur sa porte d'entrée pour être sûr que personne ne vienne tester sa poignée, faire du repérage ou autre chose, mais même avec toutes ces précautions, même avec tout ça, elle se sent pas en sécurité. Et un élément qui ne va pas arranger les choses, elle commence à remarquer des choses encore plus flippantes. Un soir, en rentrant du travail, elle trouve une empreinte sur le bord de sa fenêtre, comme si quelqu'un avait essayé de la forcer parce qu'elle est au rez-de-chaussée. À nouveau, elle appelle la police et à nouveau, ils ne trouvent rien de concret. Ils lui disent malheureusement, sans preuve, on ne peut pas faire grand-chose. Et encore une fois, dans sa tête, cette hypothèse de devenir folle, peut-être qu'elle est probable. Elle vérifie sa caméra tous les jours, mais elle ne capte rien d'autre. Au fin fond d'elle, elle a bel et bien l'impression que quelqu'un est entré dans son appartement. Elle sent une présence, comme si l'air était devenu pesant, mais tout ça, c'était rien par rapport à ce qui va se passer ce soir-là. Clara est tranquillement chez elle, elle regarde la télé, lorsque tout à coup, son chat se met à miauler, il a les poils hérissés, et il fixe le couloir. L'estomac de Clara, à ce moment-là, il se noue, son cœur, il est à 2 doigts de s'arrêter, elle allume la lampe de poche de son téléphone, et elle avance lentement vers le couloir. Rien que pour ça, Clara, un grand bravo, moi j'aurais hurlé, je serais parti en courant. Je me serais en plus de ça probablement brisé la cheville dans les escaliers, j'aurais fini sur une civière à l'hôpital. Toi tu es allé dans le couloir, je l'aurais jamais fait. Donc bravo, tu as eu le courage que je n'aurais probablement pas eu. Lorsqu'elle est dans le couloir avec sa lampe de poche, elle s'arrête, elle est paniquée, elle est pétrifiée, elle ne peut plus bouger. Elle sait à ce moment-là qu'elle est en train de faire une bêtise, de ne pas appeler la police et d'aller voir elle-même, mais elle peut pas s'en empêcher. Elle pousse la porte de sa chambre, et là, elle voit quelque chose qui l'a fait hurler. Sa fenêtre est grande ouverte, les rideaux bougent avec le vent, et sur son lit, il y a un objet qui n'était pas du tout là avant. C'est un vieux briquet posé bien en évidence au milieu de son oreiller. Clara à ce moment-là c'en est trop, elle appelle la police complètement en panique. Ils arrivent, ils prennent le briquet avec précaution pour pouvoir relever des empreintes. Ils vérifient tout l'appartement, mais encore une fois, il n'y a plus personne. Mais bon, vous me direz, c'est normal, la fenêtre est grande ouverte, probablement que le mec s'est barré. Et cette fois-ci, ce qui est bien, c'est que la police prenne vraiment l'affaire au sérieux, parce qu'avant ils peuvent se dire c'est une personne un petit peu parano qui voit des choses qui n'existent pas. Mais là, on a une fenêtre qui est ouverte, un objet qui n'était pas là, donc on commence à avoir des preuves. Ce qu'ils font, c'est qu'ils installent une caméra en face de son trottoir qui pointe sur son appartement, donc sa fenêtre et la porte d'entrée de l'immeuble, et ils conseillent à Clara de passer du temps avec une amie, enfin de ne pas rester seule. Et Clara, elle prend vraiment ça au pied de la lettre, elle déménage carrément chez ses parents le temps que les choses se calment. Parce que après ça, c'est juste impossible pour elle de rester dans son appart, même moi, je serais parti. Quelques jours plus tard, les policiers l'appellent. Ils semblent avoir une piste, parce que en regardant à nouveau les vidéos de la caméra de surveillance, ils ont repéré un mec qui traîne souvent ici, il a toujours le même suite, et ce gars, ils arrivent à l'identifier. C'est un mec qui travaille dans un magasin pas loin du lieu de travail de Clara, et c'est un magasin dans lequel Clara se rend très souvent pour faire ses courses, et ça fait qu'elle a déjà côtoyé ce gars à la caisse. À un moment, les policiers décident de l'interpeller, et chez lui, ils trouvent des choses qui font vraiment froid dans le dos. Des photos de Clara prises de l'extérieur, mais le problème, c'est que ces photos, c'est pas quand elle est en train de regarder la télé, c'est des photos qui sont prises lorsqu'elle sort de la douche ou qu'elle est en train de s'habiller dans sa chambre. En plus de ça, il y a des notes sur ses horaires, sur ses habitudes, sur ses heures d'arrivée à la maison, etc. Et le pire dans tout ça, le double des clés de son appartement, dont une qui correspond exactement à la clé avant qu'elle change la serrure. Le mec, il n'a pas le choix que d'avouer ce qu'il a fait. Apparemment, il était obsédé par Clara parce qu'il l'a rencontrée justement dans le magasin où il travaille. Concernant comment il a eu la clé, il ne veut pas le dire, on ne le sait pas. Peut-être qu'il a pu la dupliquer à un moment où il a réussi à lui carotte, enfin, je ne sais pas. Je suis pas expert là-dedans, donc si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et lorsqu'elle n'était pas à la maison, il décidait d'entrer chez elle pour se sentir plus proche d'elle. Enfin, c'est complètement chelou comme raisonnement, mais dites-vous que ça existe. C'est pas la première fois que j'entends ça, c'est juste complètement bizarre. Et le coup du briquet sur le lit, c'est pas un oubli, c'est intentionnel. Il a décidé de le laisser là pour qu'elle sache qu'il est passé chez elle. Et qu'elle se sente
bien entourée. Clara, en apprenant ça, elle est écœurée, elle est terrifiée, mais aussi soulagée, parce que le mec, il a été arrêté, et croyez-moi, il n'est pas prêt de revenir. Après ces faits, elle décide de déménager à l'autre bout de la ville, dans une résidence qui cette fois-ci a un portail à l'entrée avec des caméras de surveillance, des gardiens, enfin, c'est beaucoup mieux protégé. Et à partir de là, elle recommence enfin à respirer, à dormir sans sursauter au moindre bruit, et surtout à retrouver la joie de vivre. Son chat, il s'est un petit peu calmé, il recommence à dormir environ 16 heures par jour, à faire le glandu et ne pas regarder le mur comme s'il y avait un truc bizarre. Mais elle a gardé des tocs, elle continue de vérifier les serrures une dizaine de fois avant d'aller au lit et de partir au travail. Mais bon, j'ai envie de vous dire, mieux vaut vérifier trop de fois que pas assez. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé ces deux histoires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo et à mettre votre meilleur pouce bleu. Moi, je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.